L'image du jour, l'image qui semble exprimer cette accélération incroyable de l'échiquier mondial, c'est l'image du drapeau des combattants djihadistes, des combattants qui veulent renverser Bachar el-Assad. Ils n'y sont pas tout à fait pour l'instant. On va voir dans quelques instants les premières images qui nous sont parvenues de Bachar el-Assad dans sa capitale de Damas, mais ici à Alep, ville très importante, ville symbole, ville martyre que Bachar el-Assad avait en partie détruite. Regardez ce drapeau qui flotte. Vous nous avez rejoint sur ce plateau. Sophia Amara, vous êtes une très grande spécialiste de la Syrie et ce sera ce soir très intéressant de vous écouter, notamment ceux qui prendraient éventuellement le nouveau pouvoir. Vous les avez suivis, vous les connaissez de près. Gallagher Fenwick, vous nous avez rejoint vous aussi, merci. Le colonel Goya, merci beaucoup à vous. Un mot, ce symbole, ce symbole du drapeau flottant d'abord sur Alep, la ville d'Alep, ce que ça représente pour vous dans l'histoire terrible de la Syrie. Combien de morts, la guerre de Syrie, combien de morts? Ce qui se dit officiellement, c'est 500 000 morts. Ouais. Or, on pense que c'est 3 fois plus, sauf qu'on prend les chiffres à minima pour être sûr, évidemment, de ne pas tomber dans quelque propagande que ce soit. Les cercles de l'enfer, Bachar el-Assad, c'est un des plus grands criminels que l'humanité ait porté, mais les djihadistes aussi sont couverts de sang. Mais cette image, ce symbole, pour vous, qu'est-ce que ça représente ? C'est à peine croyable, parce que ce drapeau que vous voyez avec les étoiles rouges, contrairement aux vertes du drapeau officiel syrien, c'est le drapeau de la révolution, que Bachar el-Assad a tout fait pour tuer sur place et remplacer par des islamistes et faire peur aux Occidentaux et diaboliser cette révolution, ce qu'il a réussi à faire et qui s'est djihadisé et qui est devenu terroriste et donc qui a perdu toute crédibilité. Or, voilà la ville que Bachar el-Assad a mis 4 ans à récupérer, elle est tombée en quelques jours et au lieu d'avoir un drapeau djihadiste, on a à nouveau un drapeau nationaliste. Et ça, c'est incroyable. Regardez aussi l'image qui va suivre. Ce sont les statues du frère de Bachar el-Assad et aussi les portraits de Bachar lui-même qui sont déboulonnés. Toujours dans cette ville de Syrie, ça rappelle évidemment les images de Saddam Hussein déboulonnés dans des villes d'Irak. Où en est, en termes militaires, disons, l'avancée des anti-Bachar et surtout des djihadistes, puisque pour l'essentiel, ce sont des djihadistes pour l'essentiel. Pas forcément djihadistes. C'est ça, c'est subtilité. HTS fait, donc Tahrir al-Sham a fait tout pour se désolidariser justement de la geste djihadiste. Ce qui n'en fait pas des gens sympathiques et démocrates. Mais ces gens-là s'opposent à l'État islamique, ils combattent l'État islamique, ils combattent la nouvelle branche d'Al-Qaïda dans la région. Ils ont fait sécession d'Al-Qaïda officiellement. Donc ce sont des purs islamistes, mais on est sur un agenda qui est désormais nationaliste, on va le dire comme ça. Donc on peut difficilement les parler vraiment de djihadistes. En fait, c'est comme des nuances d'islamistes. Oui, tout à fait. Oui, on a des nuances de vert. Oui. Ce sont des salafistes, exactement. Oui, alors en gros, il y a deux tendances qui dominent. Il faut faire une différence entre l'islam et il y a la tendance salafiste, qui a été souvent sponsorisée par l'Arabie Saoudite, etc., et la tendance frériste, qui, elle, est sponsorisée par la Turquie. Rappelons quand même que notre ami et collègue Didier François, qui est souvent sur ce plateau, a été pris en otage par ces gens, torturé par ces gens. Donc, toutes les nuances entre des sous-groupes, etc. Non, mais il faut les donner, je ne dis pas. Ça reste des salauds, il faut être... Voilà. Mais salaud, c'est un sous-titre un peu générique. Là, on va trop loin dans l'autre extrême. Mais enfin, c'est les islamistes, en tout cas. Non, maintenant, pour revenir à votre question, oui, alors, il se trouve que vous avez tous les objectifs, toutes les grandes villes de la Syrie sont sur l'autoroute M5. Ça va de Alep, et ensuite vous avez Hama, vous avez Homs, Damas, et tout en bas vous avez Dera. Donc tout se joue finalement globalement sur cet axe. Tout en haut vous avez Alep, qui se trouve au carrefour en réalité de plusieurs forces. Donc vous avez effectivement toutes les forces qui viennent d'Idlib, pilotées essentiellement par HTS. Voilà cette carte, expliquez-la bien. Alors moi je ne m'attendais pas à voir la carte autoroutière de la Syrie, mais c'est ça. C'est l'autoroute. Le très blanc que vous voyez, c'est l'autoroute. C'est la M5. C'est la M5 qui va jusqu'à Damas. C'est là que toutes les choses importantes se passent. Donc le problème de Alep, c'est que se trouve tout à fait au nord. Donc vous avez effectivement, venant de l'ouest, toute la coalition, enfin sous la direction de HTS. Mais au nord, vous avez une partie qui est contrôlée par la Turquie et qui a son propre organisation, l'armée nationale syrienne, qui est son propre proxy, qui eux-mêmes descendent vers Alep et dont l'ennemi principal est à l'ouest, qui est les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire essentiellement les YPG kurdes, mais aussi des milices arabes, syriennes, etc., qui sont à l'est. Et donc tout ce beau monde est en train de se rencontrer dans Alep,
est en train de se taper. Alors, colonel, expliquez-nous bien aussi les distances, qu'on comprenne bien. On va voir dans quelques instants les images qui viennent de nous arriver de Bachar el-Assad, cette fois des images filmées dans sa capitale de Damas. Apparemment, il y est. Oui. Quelle est la distance? C'est-à-dire à combien de kilomètres les anti-Bachar sont-ils de Bachar? Alep, Damas, c'est 350 Alep-Damas par l'autoroute. D'accord, donc pour l'instant, ils sont quand même à 350 km ils sont loin. Mais ce qui est surprenant, ils sont moins loin que ça. Ils sont à Hama. Ils s'approchent de Hama. C'est-à-dire que le prochain objectif... Ils sont à 200 km aujourd'hui. C'est Hama. Alors 200 km, et rappelons qu'il y a aussi eu quelques troubles à Damas même. Oui, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Il y a encore aussi d'autres organisations qui sont toujours là. Voilà, le reste de la Syrie n'est pas complètement pacifié non plus. Hein. Et même pour Hama, en fait, Hama, ce qui s'est passé, puisque le deal avec les Turcs, pour ainsi dire, deal entre guillemets, c'était d'aller jusqu'à Alep, sauf que face au manque de résistance ou à l'absence totale de résistance de la part des forces régulières syriennes, ils ont poussé jusqu'à Hama. Mais sous les bombardements, ils ont été obligés de se replier, ou en tout cas cela a ralenti leur avancée. Ce qui va être très important de constater dans les prochaines heures, les prochains jours, c'est est-ce qu'ils vont dépasser Hama en direction de la capitale, ou est-ce que le verrou de Hama va sauter ou pas? S'il saute, là, je pense que Bachar el-Assad peut commencer à avoir très peur pour son pouvoir. On peut constater, Darius, qu'il y a quand même eu une convergence d'intérêts entre Israël et la Turquie ces derniers jours, qui a facilité le fait que ces djihadistes rentrent pratiquement comme dans du beurre dans Alep et qu'ils soient déjà pratiquement à Hama. Pourquoi? Parce que ces jours derniers, Israël ne cessait évidemment de frapper les cibles habituelles pour empêcher le Hezbollah que se renforce en armes en Syrie, mais en même temps, on voit bien que ces milices djihadistes, elles sont financées par la Turquie. Et on peut se demander pourquoi justement la Turquie les a financées, les a armées, et pourquoi est-ce qu'elle a permis cette attaque justement maintenant. C'est bien qu'il y avait des faiblesses qui étaient perçues de la part de ceux qui ont attaqué et qui ont réussi leur attaque si vite. Ah oui, regardez s'il vous plaît les images qu'on va voir maintenant. C'est Bachar el-Assad, c'est l'image que beaucoup... Oui, alors qu'on le croyait à Moscou. Hein. Alors, il se serait rendu à Moscou, sa famille y serait encore, ça fait partie des conjectures, en fait, personne n'a de certitude à ce sujet, mais là, il s'est fait filmer avec le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, la République islamique d'Iran, à Damas, très visiblement. Un point d'étape peut-être, Guillaume Roquette. Il y avait tout à l'heure sur ce plateau un débat très intéressant entre Danny Cohn-Bendit et Luc Ferry, où Luc Ferry exprimait une partie des opinions, notamment à droite, qui, tout en reconnaissant que Bachar est un très grand criminel, disent, notamment pour les chrétiens sur place, pour certaines minorités, ils sont encore plus peur que les djihadistes arrivent. Est-ce que c'est vrai de votre point de vue? Oui, le Bachar el-Assad protège les chrétiens et les islamistes les égorgent. C'est pas tout à fait la même chose. Alors bien sûr, ça suffit pas à résumer la situation syrienne, mais on voit ces images d'un dictateur qui est en train de vaciller, on voit ces statues qui sont renversées. Moi, ça me rappelle les printemps arabes. Les printemps arabes, effectivement, il y a des chefs d'État tunisiens, égyptiens qui ont été renversés. Et ça a donné quoi? Ça a amené les islamistes au pouvoir. Est-ce que c'est un progrès? Je ne dis pas pour les Syriens, honnêtement, je ne connais pas suffisamment ce pays pour me prononcer. Mais en tout cas, pour l'équilibre international, et je pense que ce n'est pas forcément un progrès. Et encore une fois, moi je suis comme Luc Ferry, ça me fait mal de dire ça, parce que Bachar el-Assad est un homme épouvantable. Mais je pense que ça peut être encore pire, oui. Est-ce que nous vivons ce risque de désillusion? Si on rappelle la carte des printemps arabes, Dieu sait si les journalistes se sont trompés, les commentateurs se sont trompés, vous en êtes témoins parce que vous étiez sur le terrain. Je rappelle toujours, honneur à Haniva qui s'est rendu notamment en Irak, qui a été des mois et des mois en Syrie, au cœur de la population. Mais beaucoup d'entre nous se sont trompés. On disait, regardez, Kadhafi est tombé, ça va être la démocratie. Résultat, c'est le désastre en Libye. Regardez, Moubarak est tombé, ça va être les jeunes démocrates, c'est magnifique. Un dictateur maréchal Sissi, il est élu à 96% des voix. Les frères musulmans d'abord. Frères musulmans, le pouvoir, puis la galerie des horreurs, la guerre civile au Yémen. Est-ce qu'on risque maintenant le même genre de désillusion en ayant, sinon pire en tout cas, aussi terrible?
Mais je ne pense pas qu'il y ait énormément d'enthousiasme chez beaucoup d'observateurs à l'idée que ce que le colonel Goya décrivait à juste titre comme les gens qui ne sont pas des enfants de cœur, à savoir HTS, prendre potentiellement la capitale Damas et faire tomber Bachar al-Assad. C'est très intéressant d'ailleurs de se projeter sur ce futur hypothétique et de réfléchir à ce que ça entraînerait d'abord pour les Syriens, pour les chrétiens. Est-ce que ce serait une version light des talibans afghans ? Puisque la première chose que les leaders de HTS sont en train de faire, c'est d'aller notamment dans des mosquées, dans des quartiers chrétiens d'Alep pour dire que nous vivons en paix avec nos frères et nos sœurs, qu'ils soient kurdes ou chrétiens. Qu'est-ce que ça entraînerait pareillement pour l'Iran qui perdrait un allié majeur, pour Israël, pour le Liban. Donc tout ça est très incertain. Quand on voyait tout à l'heure, je me permets un commentaire sur Bachar al-Assad, il faut quand même expliquer aussi ce que c'est. Quand on est en train d'avoir à choisir entre un diable en costume et un autre barbu, je veux dire, c'est les Corléones, le clan Assad au pouvoir. Ils ont fait de la Syrie un narco-État qui assomme son pays après l'avoir assassiné à coups de captagon, qui est une espèce de cocaïne du pauvre, et qui est en train de distiller ça et qui se finance justement avec cette drogue synthétique qui est diffusée dans toute la région et qui ne tient que par la force de deux alliés, Vladimir Poutine, auquel il est allé rendre visite ces dernières 24-48 heures, et les Iraniens qui, très nerveusement, observent également à distance ce qui est en train de se passer. Tout cela vacille, tout cela va très très vite, tellement vite que ça peut aller dans un sens et revenir dans l'autre tout aussi rapidement. Vous parlez de ces milices, mettons-nous, parce que ça peut paraître très pédagogique, mais qui est cet agglomérat des anti-Bachar ? Il y a de tout, évidemment. Il y a les milices djihadistes au sens large, et vous avez rappelé qu'il y a toutes sortes de nuances, mais enfin, islamistes. Les milices pro-turques. Il y a des centaines de milices. Des centaines de milices. L'armée syrienne libre, qui est, disons, la plus présentable du point de vue de nous autres occidentaux, la plus fréquentable, voilà. Même s'il y a aussi des islamistes parmi eux, d'ailleurs. Ah oui, sûr. Et puis les milices kurdes, qui essayent de jouer le rôle, mais en réalité la force dominante, ce sont les islamistes et surtout le personnage qu'on va voir, Abu Mohamed al-Joulani. Oui. Alors il fut un temps où il n'y avait même pas d'image de lui, n'est-ce pas Sophia ? Et là on commence à le voir et c'est l'homme montant. Jouer un rôle politique. Tout à fait. Abu Mohamed al-Joulani, qui était dans les geôles de Bachar al-Assad, que Bachar a libéré pour djihadiser le mouvement. 800 djihadistes qui ont tenu ensuite 70% du territoire syrien. C'est ça, Bachar el-Assad. Bachar el-Assad et les djihadistes, c'est la même chose. Donc, sous prétexte de protéger les chrétiens, ce qui est évidemment nécessaire, on met à genoux tout un peuple et surtout, on vient et puis on tombe dans le panneau, on dit « Ah, vaut mieux Bachar en costard que ces djihadistes horribles avec leur barbe. » Eh bien non, ils sont pareils, c'est les deux revers d'une même médaille. Et celui qui est encore plus condamnable, c'est Bachar el-Assad qui sait lire, écrire, qui a étudié à Londres, alors que ces gens-là ont été massacrés. Le terrorisme étatique ne peut mener qu'au terrorisme que nous voyons là. Et je pense que 15 ans plus tard, ou 13 ans plus tard, on n'est pas vraiment en position de venir dire qui on préfère. On aura ce qu'on aura et on n'aura aucun impact là-dessus. Non, mais je termine. Sophia Amara, aucun impact que répondez-vous à ceux, parce que c'est pas seulement Guillaume Roquette, non, mais tout le monde, bien sûr, Guillaume, mais tout, cette tradition française, il y a une tradition française qui disait qu'il y avait de très bons rapports avec les Assad, très bons rapports avec Saddam, et qui disait Poutine. Mieux vaut ça que le désordre et mieux vaut ça que les islamistes. Parce que tout a prouvé que, évidemment, que la démocratisation des sociétés qui sont complètement dans l'obscurantisme va coûter cher. Mais plus on repousse la facture et plus le prix à payer est cher. Saddam, c'était la matrice de Daesh, tout laïque qu'il était. Il décapitait les femmes et mettait leur tête sur des pieux, pour ceux qui auraient oublié, pour intimider leurs frères qui étaient dans l'opposition. C'est ça, Daesh. Et Daesh a existé depuis 2006. On a l'impression que c'est venu en 2013. Regardez l'image, l'image de Chirac qui décore Hafez el-Assad. C'est le fils Bachar el-Assad. Et qui nous a rejeté la Légion d'honneur au visage. Il a renvoyé sa Légion. Ouais. Encore la France et c'est cette France qui a parié
très longtemps sur ces régimes-là et qu'une partie l'assume moins maintenant. Ils le font plutôt hors caméra, mais il valait mieux ça que les islamistes. Oui, mais c'est le principe. On a toujours parié sur les régimes en place, en tout cas, y compris en Afrique, par exemple. Et plus encore s'ils ont de l'argent, genre Saddam Hussein. Bien sûr, alors que la famille Assad, c'est quand même... ces gens-là nous ont attaqués aussi au Liban. Ils ont contribué... Il n'y avait pas que le Hezbollah. Hein, les Syriens nous ont attaqués, nous ont tué des gens. Qui a armé le Hamas? Vous laissez passer les armes du Hezbollah? Quand on parle du 7 octobre et des massacres du 7 octobre, qui arme le bras de ces gens-là? Est-ce qu'on risque de voir là une pépinière d'islamistes naissante? Rappelons un cas, un des plus terrifiants, c'est Abaoud. C'était cet islamiste belge donc formé à Molenbeek, qui ensuite était allé s'entraîner en Syrie, précisément en Syrie, qui est venu en France, qui a commis ce qu'on sait à l'automne 2015. Il y a là une pépinière d'assassins islamistes qui, évidemment, est prête à renaître. 2015, la vague de Français qui se sont précipités en Syrie, justement, d'islamistes. Donc, mais je ne suis pas sûr que... Oui, pour rejoindre l'État islamique. Je ne suis pas sûr que l'histoire se répète de la même façon. Mais effectivement, il sera évidemment, pour l'observatrice que je suis de l'extérieur, intéressant de voir comment se présentent ces nouveaux islamistes, ce nouveau personnage dont vous parliez, Sophia Amara. Mais je pense qu'il faudrait souligner aussi le rôle ambigu de Moscou. Parce qu'il y a 10 jours, Moscou a refusé qu'atterrisse sur son aéroport à l'attaquer, donc en Syrie, un cargo, un avion venant d'Iran avec des armes pour le Hezbollah. Et aujourd'hui, on parle de Bachar al-Assad qui était à Moscou avant de se montrer devant ses caméras à Damas. Donc, est-ce qu'il y aurait un deal, un accord avec la Russie? Quel est le rôle de la Russie sur place? Précisément, comment va réagir la Russie? Regardez, vous parlez de cet aéroport très important près de Latakia, n'est-ce pas, qui est un aéroport russe. Il y a un certain nombre de Sukhoi qui sont là. On ne sait pas très bien lesquels sont entrés en action. On va voir les images de cet aéroport. Comment se nomme-t-il, Sophia? Le plus important, Hmeimim. Voilà, c'est l'image qu'on va voir ici dans un instant. Donc, Vladimir Poutine lui-même était venu à plusieurs reprises pour faire la revue, en quelque sorte, des Sukhoi qui s'y trouvent. Je ne sais pas si on va voir l'image. Il est fort possible que, déjà à l'heure où nous parlons, des Sukhoi décollent pour aller bombarder des positions des ennemis d'Assad. À Alep, et c'est en ça qu'on a l'impression de revivre des heures tragiques, puisqu'il faut rappeler qu'en 2016, l'aviation russe fait à nouveau tristement connaître ou se rappelle aux yeux d'une partie de l'humanité en lâchant des barils de TNT sur Alep et en écrasant littéralement dans le sang la rébellion qui tient là-bas depuis quelques années déjà et permet, in fine, au régime de reprendre le contrôle de la deuxième ville du pays. Pour l'instant, et je parle sous le contrôle de Madame Amara, moi j'ai pas la confirmation que les avions russes sont effectivement rentrés en action. C'est-à-dire que le régime veut communiquer sur l'activité militaire russe afin de ne surtout pas donner le sentiment d'avoir été lâché par les Russes, qui serait le début de la fin pour Bachar al-Assad. Gallagher a tout à fait raison. Et ce qui est certain, c'est que les Russes veulent faire passer un message. Ils sont très en colère vis-à-vis des Syriens, parce qu'ils leur disent textuellement: vous n'avez pas réussi à garder votre territoire, le Hezbollah a ouvert les villes pour vous, il vous donnait les villes, vous les perdiez à nouveau. N'est-ce pas? En gros, vous ne savez rien faire sans nous. Vous savez rien faire sans nous. Maintenant, on vous bombarde, on a bombardé pour vous, on a laminé Alep pendant 1 an et on vous a rendu les clés de la ville et vous les perdez. Moi, je suis occupée en Ukraine et en plus, c'est même plus Wagner qui est évidemment cette milice qui a été très active, notamment en Syrie, et je n'ai même plus Wagner pour me seconder. Donc il y a un message russe très ambigu, et je pense que Bachar est très inquiet. Mais en même temps, il y a un message très rapidement, tout aussi ambigu de la part des Américains. Le Conseil de sécurité nationale a fait un communiqué en tenant Bachar pour entièrement responsable de ce qui est en train de se passer, tout en rappelant qu'il considère HTS comme une organisation terroriste. Et il faut savoir que le monsieur dont vous avez montré la photo tout à l'heure, monsieur Al-Joulani, a quand même toujours comment on dit en français, une étiquette de 10 millions de dollars qui sur sa tête. Il est wanted, voulu par les sa tête Américains. Est mise à prix 10 millions de dollars. Celui qui le tue gagne 10 millions de dollars. Celui qui le capture ou qui permet de donne des informations de capturer. Voilà. De capturer, de le tuer. Sa tête est mise à prix par les Américains pour 10 millions de dollars. L'effort de la Russie, on verra ce qu'il donne là, mais il est colossal
à l'échelle de la Russie pour son réarmement, la course à l'armement, et cette fois on parle du théâtre d'opération, bien sûr en particulier face à l'OTAN, face à l'Europe. Vladimir Poutine a signé cette loi sur le budget russe pour les années 2025 à 2027. À l'échelle de la Russie, il faut rappeler par rapport aux États-Unis, c'est relativement peu, bien sûr. Les États-Unis, c'est 900 milliards de dollars de budget, mais à l'échelle russe, c'est une augmentation gigantesque, plus 25% par rapport à 2024, ça a doublé par rapport à 2023. Quadruplé par rapport à 2021. Ils sont partis dans une course à l'armement qui est tout à fait majeure. Mais c'est une des raisons pour lesquelles Vladimir Poutine a changé de ministre de la Défense et qu'il a fait venir ce fameux Belousov qui était chargé auparavant dans l'immense structure étatique russe de militariser l'économie. Donc c'est son but. Aujourd'hui, c'est sa mission. Et donc, Vladimir Poutine, grâce à son aide, est en train de réussir à augmenter de façon démesurée le budget militaire russe. Est-ce que c'est le signe... Toute l'économie russe s'en ressent aujourd'hui. Est-ce que c'est le signe d'un projet? Est-ce que c'est la preuve qu'il a un projet qui va au-delà même de l'Ukraine? Non, en tout cas, c'est quand même un des conflits, peut-être le conflit le plus important en Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre. Il y a une partie qui semble être de la fuite en avant, parce qu'il n'y arrive pas. Il se dit que c'est vrai que l'Ukraine est aidée par les Occidentaux, aidée militairement, soutenue, mais que de toute manière la Russie reste bien plus compétente sur le terrain, en tout cas mieux armée, plus ancienne. Toujours est-il que, eh bien, il a été obligé encore une fois d'augmenter ce budget. Ça veut bien dire qu'il est décidé à aller jusqu'au bout. Ça lui pose aucun problème. Sauf que l'économie s'en ressent extrêmement, comme vous le disiez, Anne, s'en ressent beaucoup. Et en fait, on se demande, est-ce que c'est pas ça qui va mener à sa perte? On pense un petit peu, même si c'est pas de ces deux cas très différents, mais à la course Star Wars qui a mené à la guerre des étoiles, qui a mené à l'effondrement du camp communiste à cause de ça. Non, mais à la fin de l'Union soviétique dépensait 20-25% de son PIB pour la défense. Là, on est entre 6-7. Oui, c'est vrai. C'est ce que, à l'époque, sauf que la Russie est très... C'était à l'époque le budget des États-Unis, 6-7% du PIB. Oui, il a baissé.